Éric Fouillé est un personnage inattendu. Il a consacré sa vie à la musique. Bien sûr, il en a joué, mais il y en a tant d'autres. Lui s'est passionné pour les ondes musicales, pour les conditions dans lesquelles elles nous sont transmises. Et pour cela, il a dû étudier comment réagissent les bois qui composent les instruments de musique. Mais non pas le bois en général, mais celui qui est utilisé pour chaque pièce de l'instrument. Et, parce qu'il vivait dans le Val-de-Drôme où il y a beaucoup de buis, il a appris à travailler ce bois. Il a lancé une petite affaire, Bois d'Harmonie, qui se trouvait, lorsque ce film a été tourné, pour quelques jours encore, à Alex, avant de s'installer à Cray. Bois d'Harmonie est connu des luthiers du monde entier. D'immenses interprètes se sont fournis chez elle. Et aujourd'hui, ayant cédé son affaire à ses collaborateurs, Éric Fouillé continue ses recherches. Elles l'ont mené vers des voies singulières. Pour en arriver à t'intéresser, comme tu l'as fait, au son, au mystère du son, tu es passé par où? Quel a été le chemin? Un chemin sinueux, parce que j'ai effectivement découvert à l'anniversaire de mes 7 ans une petite guitare dans le berceau de ma petite sœur pour le Noël 1957. Voilà. Donc j'ai commencé la guitare classique. Et puis, j'ai grandi, j'ai continué la guitare. À l'adolescence, j'ai fait de la musique avec les copains, Hugo Frey, Bob Dylan et compagnie. Et puis, je suis parti pour faire de la chimie, de la biochimie plus exactement. Et je me voyais bien chercheur, parce que j'ai quand même cette fibre-là. J'ai même d'ailleurs, après le début des études supérieures, trouvé un petit job de vacataire au CNRS, à Orsay. J'étais dans la région parisienne. Et puis, patatras, je me suis marié. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un... C'est une histoire de... C'est un conte de fées. Hein. J'ai fait un rêve qui me disait « Mon fils, tu feras luthier. » Déjà? Ouais, et j'habitais à l'époque à Strasbourg. J'étais en licence, j'étais marié, j'avais mon fils François en route, et voilà, patatras, il faut que je change de métier. Comment je fais? Je me suis rendu compte que pour être luthier, il fallait avoir 15 ans, sortir de 3e, pour entrer au lycée professionnel Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt. Trop tard, j'avais le bac plus 2 ou 3, bon, pas possible. Donc, je suis allé bosser le samedi et le dimanche chez les Compagnons du Devoir du Tour de France, chez des luthiers dans la ville de Strasbourg. Et puis, comme ça avait l'air de tenir, j'ai fait une FPA de menuiserie du bâtiment, même pas d'ébénisterie. Je suis venu à la lutherie petit à petit et cette époque-là, c'était les années 80, l'époque du folk revival, que nous avons connu ici, parce que c'est grosso modo l'époque à laquelle je suis arrivé dans la Drôme, en 75. J'avais un peu appris à fabriquer des vielles à roue chez un petit menuisier d'Aveyron où je vivais en communauté, c'était l'époque. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des commandes pendant plusieurs années, donc j'ai fabriqué des vielles à roue. J'étais pauvre comme Job, mais la passion étant là, le virus était là. Et il est resté. J'ai appris à tourner grâce à Jean-François Escoulaine, meilleur ouvrier de France, fils de meilleur ouvrier de France à Puy-Saint-Martin. J'ai appris à sculpter avec monsieur et madame Hartmann, qui étaient une famille nombreuse de juifs réfugiés de Paris pendant la guerre, qui sont venus à Alex et qui ont élevé leurs nombreuses familles avec de la statuaire d'église. Donc, je commençais à savoir me servir d'un rabot, d'une gouge, travailler sur un tour.
Et puis les commandes sont venues, c'est-à-dire que tout doucement, tu as commencé à te faire connaître quand même. J'ai commencé à me faire connaître, mais c'était quand même une vie de baba, une vie de pauvre extrêmement tenace. C'est l'époque à laquelle j'ai commencé à m'intéresser au buis. C'est l'époque à laquelle il fallait que j'apprenne plein de choses. Et puis, chemin faisant, la fin de la mode des vielles et des cornemuses est arrivée. Donc, plus de boulot. Zut. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 ans le prof de musique, parce que je voulais essayer ça. 2 ans le prof de musique à Valence et à Saint-Marcelin. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, l'enseignement, c'est pas fait pour moi. Donc, je suis revenu à l'artisanat, mais j'y suis revenu un peu plus intelligemment, en faisant une toute petite étude de marché sur ce que je pouvais faire. J'étais dans la Drôme, du buis, je savais tourner. Il y avait une porte de sortie qui était les chevilles de violon, les accessoires de violon. Attends, comment on fait pour savoir qu'il y a un marché dans l'accessoire de violon? Comment est-ce que tu as réussi simplement à le savoir? Eh ben là, je faisais des expositions, j'allais voir des luthiers, je me formais, j'étais quand même dans ce milieu professionnel, qui m'ont dit « Ah oui, c'est vrai, il y a 150 ans en France, on faisait de magnifiques accessoires et il n'y a plus personne pour les faire parce que les 2 derniers ils ont fait faillite et ça a marché. » Alors on a commencé, comme on dit, sur une table de cuisine, c'est un coin de table de cuisine, à Cray, dans le vieux Cray, rue Rochefort. Alors j'avais mon tour à la cave, j'avais une défonceuse au grenier, j'avais les chambres des gamins au milieu, on était dans les sacs de plâtre, dans les copeaux, les machins, c'était une drôle de vie. Puis ça a commencé à marcher. On exportait déjà à 80%, bon, au départ sur un chiffre d'affaires comme ça, mais très vite on a eu 30 Stradivarius qui étaient équipés avec nos accessoires, ce qui est quand même une belle récompense. Donc à ce moment-là on s'est dit on va déménager, on va trouver une maison avec un atelier et des caves, parce que pour le buis il faut des caves qui soient un peu humides, pas trop froides, pas trop chaudes, pas trop lumineuses. Et on a trouvé à Alex une maison que nous avons retapée, qui a été l'endroit où on s'est développé pendant 20 ans, où Bois d'Harmonie, naissant, s'est développé pendant 20 ans. Comment as-tu trouvé ces gens qui achetaient au Japon, etc.? Mais quand tu équipes des Stradivarius, c'est quand même une sacrée référence. Donc les gens l'ont su. En 87, on était à Boston. Françoise était à Boston, moi j'étais à Washington. J'ai rencontré Menuhin Yehudi Menuhin qui m'a fait une commande. On a passé au milieu des perches, des journalistes. On a passé un quart d'heure à papoter sur les cordiers, C'était magnifique, c'était extraordinaire. J'en garde un souvenir humain de cette rencontre extraordinaire. Bon, il y a eu Moscou, il y a eu Tokyo, il y a eu une mondialisation quand même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas honte d'avoir une Toyota. C'est que j'ai suffisamment vendu aux Japonais pour que je puisse permettre de leur acheter un peu quand même. Ici, on est dans le stock de bois, principalement de buis, de bois d'harmonie. Le buis est un arbrisseau qui pousse normalement jusqu'à 2-3 mètres de hauteur, mais là, on a quand même sélectionné depuis 40 ans des magnifiques arbres qui poussent jusqu'à 7 mètres de haut et qui peuvent faire jusqu'à 12, 15, 20 cm de diamètre, quoi. Combien de temps faut-il que le bois, si j'ose dire, repose pour que vous puissiez le travailler? On dit qu'en principe, il faut 5 ans. Parce que s'il sèche trop vite, eh ben, on voit, c'est la périphérie qui commence à sécher et ça a une amorce de fente qui ne fait que s'amplifier. Et c'est la raison pour laquelle, traditionnellement, on a toujours séché le buis en cave. Le plus gros que j'ai coupé pour ma part, c'est 32 cm de diamètre. Et j'ai réussi quand même à faire des planches qui m'ont permis de faire un fond de guitare. Donc, 2 demi comme ça, de 18 cm, c'était quand même un joli buis. Et bien entendu, il est hors de question pour vous de travailler un bois qui serait vaguement humide.
Le buis est quelque chose qui ne pardonne pas, c'est-à-dire que même des bois parfaitement secs, on voit dans les musées des flûtes qui ont 200 ans, des flûtes de Stanesby, des clarinettes de l'époque de Mozart, qui sont en banane. Parce que le buis a toujours une tendance à travailler, c'est du bois, c'est vivant. Même si on a les commandes numériques, c'est toujours, il y a toujours des petites retouches à faire à la main comme ça. On est obligé parce que déjà il y a quelques sur-mesures des fois et puis bon, le bois, c'est pas homogène, donc on a quelques petits défauts qui ressortent de temps en temps. On est obligé de faire des petites retouches qui nous prendraient trop de temps à la commande numérique, en pièce par pièce. Explique-nous pourquoi le buis. Pourquoi le buis c'est important? Parce que, d'abord, premièrement, est-ce que tu as commencé par te dire, pourquoi je ne prendrais pas le chêne ou l'acacia? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, non, ce qu'il me faut, c'est du buis? C'est le bois le plus dur, qui est le plus souvent très très beau. C'est un bois de résonance pour certaines corporations musicales, par exemple la flûte à bec. Par exemple, là, on a un bourdon de shuttlepipe, qui est un instrument irlandais, non, du Northumberland plus exactement. C'est un truc qui est fait pour jouer avec un clavecin à côté, donc c'est très délicat et pas trop puissant. Bon, ça c'est du buis teinté à l'acide nitrique, et ça aussi c'est du buis, ça s'appelle la souche. Donc ça s'utilise tout le temps. Il y a une petite flûte à bec qui s'appelle sopraninino, en do, c'est à l'octave de la soprane habituelle, qui est en buis aussi. Donc j'ai fait des choses comme ça. Il y avait une autre raison toute simple, c'est que le buis ça coûte rien. Ah, ça coûte rien, c'est un argument, oui. Quand on démarre avec pas grand chose, on a des outils, mais si on n'a pas de bois, eh bien, on va en chercher. Donc, il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de troncs de buis qui poussaient à la rivière de Gigord, dans les maisons abandonnées à Cobonne, par exemple, ou à Vaugelas, ou dans le château de Vachères, où j'ai trouvé des choses magnifiques, et je demandais au propriétaire, est-ce que vous m'autoriseriez à couper cet arbre? Et la plupart du temps, il me disait oui, si tu laisses propre derrière toi. Ça, Eric, ça c'est tes buis, ça. Oui, ce sont mes buis que j'ai plantés au fur et à mesure de 40 ans de travailler avec ce bois-là. Là-bas, on a des arbrisseaux que j'ai plantés qui étaient des enfants d'un buis à Chabollier qui s'appelait la mer et qui poussait vraiment comme jamais j'ai vu un buis pousser. C'était magnifique. Il poussait, bon, rien que le fait que dans le quartier il s'appelle la mer, c'était déjà significatif d'une nombreuse descendance. Et il y avait effectivement tout autour de lui des quantités d'arbrisseaux que j'ai repiqués, que j'ai déterrés et repiqués ailleurs, parce que, bon, on le voit, ces arbres, d'abord, sont plus résistants aux prédateurs de la pyrale qui nous envahit actuellement. Les feuilles sont toutes vertes, alors que celui-là, bon, les feuilles sont déjà beaucoup plus rouges, il est beaucoup plus atteint par la sécheresse de l'hiver, quoi.
Ouais. Fais attention de ne pas tomber. Bah, c'est une buxeraie ou une bussière, il y a plein de noms en France. Couper du buis, ça se fait pas. Bon, celui-là, il est quand même bien mort, hein. Il est en train de mourir. J'espère que ces problèmes de pyrale vont se résoudre un peu. Mais pour que le bois soit beau, il faut le couper en vieille lune de novembre. C'est-à-dire Après la pleine lune, en novembre pour que ce soit avant la neige, parce que les problèmes de neige vont apporter des problèmes de champignons parasites qui vont abîmer le bois s'il n'est pas débardé avant Noël. Et donc, ce buis de la Drôme, tu lui trouves des vertus particulières. Oui, il se trouve que ce buis de la Drôme, qui est un Buxus sempervirens, a étonnamment des ressemblances anatomiques avec le buis des Baléares, le Buxus balearica ou encore buis d'Espagne, qui est le buis qui a servi au XVIIe et XVIIIe siècle aux grands facteurs comme par exemple Stanesby, des facteurs de flûte, de clarinette baroque, de traverso, qui ont utilisé ce buis d'Espagne qui à cette époque-là était encore bien plus présent qu'il ne l'est aujourd'hui. Et notre buis d'ici ressemble beaucoup, de par le nombre de pores au millimètre carré, au buis d'Espagne. Est-ce que pour d'autres instruments, ce pourrait être d'autres bois? Tu me poses la question que mon petit-fils m'a posée hier soir au téléphone. Il est en CE2 et je dois lui expliquer pourquoi les violons sont faits en érable avec une table de résonance en épicéa. Pourquoi aussi la table de résonance d'un piano est en épicéa, mais dans les instruments classiques, en tout cas pour le violon, tout est en érable, sauf la table, le dessus, la partie résonante. Il va y avoir des petits bouts en ébène, en bois dur. On peut parler de la famille des guitares. La famille des guitares, c'est pareil, le dessus, c'est aussi de l'épicéa, ça peut être aussi du red cedar, mais c'est un résineux qui a une vitesse, une élasticité, on dit un module de Young, c'est un coefficient d'élasticité qui est excellent, c'est-à-dire que si on compare avec un autre matériau, si tu prends une barre en aluminium, que tu tapes cette barre, elle va faire ting. Si tu fais la même chose sur une balle de tennis, ça va faire pff, c'est tout. Le module d'élasticité de la barre en alu est bien supérieur au module d'élasticité de la balle de tennis. Donc, pour faire des instruments de musique, il faut des choses raides, des choses dures, parce qu'elles vont renvoyer le son. Et deuxièmement, il faut que ces bois aient un coefficient d'amortissement lent. C'est-à-dire que si ce bois fait dong et ça s'arrête tout de suite, ça veut dire que ça amortit beaucoup, alors que si ça fait dong, ça va aider à transmettre le son dans l'air. Si on prend un cordier de violon, lui c'est une petite pièce qui n'est pas assez grande pour pouvoir mettre l'air en mouvement. Par contre, il est assez grand pour interagir sur le reste du violon, faire filtre et magnifier ou diminuer, filtrer certaines fréquences. Donc là, ça devient plus compliqué, c'est plus du direct. Je vais vous faire écouter un carlet en palissandre et un carlet en buis. Parce que lorsqu'on veut définir cette pièce de bois, on a sa longueur, sa largeur, son épaisseur, son poids, sa densité, etc. Mais ce sont des qualités statiques. Nous, ce qui nous intéresse dans la musique, ce sont les qualités dynamiques, c'est-à-dire comment ça se comporte dans la vibration, exactement comment va se comporter une porte de Jaguar ou de Clio à 120 km/h. Est-ce qu'elle vibre? Est-ce qu'elle vibre pas? C'est ça qui nous intéresse. Là, j'ai un carlet de palissandre qui s'appelle le bois de violette, en anglais c'est Kingwood, c'est un Dalbergia, que je pose sur des cordelettes élastiques, et je vais le taper à un endroit particulier, je vais taper au bout, pour vous faire écouter ce son. Je recommence. Je prends immédiatement le même carlet en buis et je vous fais écouter. Ça n'est pas la même note, ça n'a pas la même durée
Et finalement, c'est un bois qui a pas l'air intéressant. Il se trouve qu'il est quand même très intéressant pour les cordiers et les chevilles de violon. Je démarre mon logiciel d'acquisition du son. Je vais taper 10 fois au même endroit. L'appareil va enregistrer le son. Puis après, je vais prendre le point suivant. Je vais taper 10 fois. L'appareil va enregistrer le son. Et au bout d'un moment, j'aurai une vingtaine de points que l'ordinateur va cartographier pour dire ah ben à 800 Hz ça vibre comme ça, ou alors à 1200 Hz ça vibre en torsion comme ça. Voilà, d'un côté on fait des mesures du morceau de bois d'origine, et après on va avoir un objet comme ça qu'on va lui aussi mesurer. On va engranger une autre carte d'identité modale, et après cette pièce terminée, on va la poser sur le violoncelle. On va prendre un violoncelliste d'excellente qualité, un très bon violoncelliste. On va se placer devant 30 ou 50 personnes qui sont des mélomanes ou des luthiers, qui ont l'habitude de discerner la qualité des sons. Et puis on va faire jouer à ce musicien 2 ritournales qui sont toujours les mêmes. Et à la sortie de ça, on va avoir 30 personnes qui vont dire « Oh ben ce son-là, moi je le trouvais pas intéressant, je le trouvais extrêmement brillant, ou il y a eu un problème sur le la bémol, ou alors... donc on va faire une compilation de ces statistiques de perception, mais je voulais dire que dans notre recherche, il y a une partie de mesure acoustique scientifique et une partie de perception sonore subjective. On a des stocks de chevilles de violon, là, le tiroir est pratiquement vide, mais voilà, par exemple, une cheville de violon, qui a un montage avec des petits accessoires en faux ivoire dessus, parce que l'ivoire est interdit depuis quand même une quinzaine d'années maintenant. Voilà. On a des milliers de chevilles, mais là-dessus, il y en a des milliers qui vont passer à la poubelle parce qu'elles ne sont pas belles, parce qu'elles ne sont pas pareilles, parce qu'elles se sont tordues. On a des choix draconiens, des choix de qualité draconiens, ce qui fait qu'on peut faire 100 pièces pour n'en vendre qu'une. Soit on tape au maximum dans ce qu'on a de Mais bon, ça va pas bien là. Sur le bord, un peu fin, et ça manque
Ah, ça fait un peu comme une coupole de mosquée. Hein. La mentalité du violoniste n'est pas du tout la même que la mentalité du violoncelliste. Je dirais plutôt de la violoncelliste, parce que le violoncelle, c'est ce qui tient le rythme, et c'est ce qui tient l'harmonie. C'est la femme au foyer qui fait tout, mais ça ne se voit pas. Bon, c'est pour ça que le violoncelle a pris beaucoup d'essor pour les femmes depuis une vingtaine d'années. Il faut savoir que le violoncelle était interdit par l'Église avant 1900 parce que les femmes jouaient dans une position indécente, assises avec les jambes écartées. Cet instrument de soliste, le violoncelle, ne convenait pas aux femmes. Ah bon? Alors qu'est-ce que l'Église proposait aux femmes? Eh bien, elle leur proposait de jouer de la viole de gambe. La viole de gambe, c'est exactement le même instrument, on joue entre les jambes aussi, mais c'est un instrument qui est beaucoup moins puissant. C'est pas un instrument de soliste, c'est un instrument de continuo, d'accompagnement, de basse continue, et qui ne prendra pas la part de l'étoile, qui ne sera pas la star. Le fait que l'Église de France a interdit le violoncelle dans les années au XIXe siècle, c'est une réalité. Que la même Église romaine ait, au contraire, promulgué le violoncelle 50 ans avant par la famille Médicis, par Vivaldi, qui ont mis cet instrument en avant comme un nouvel instrument de star et de soliste. Moi j'ai beaucoup apprécié, et j'ai pas du tout apprécié le côté politique de la fille aînée de l'Église qui permettait de tuer un développement musical. J'apprécie beaucoup la musique, particulièrement la musique vocale, telle qu'elle se développait dans les pays protestants, parce qu'il y a beaucoup plus de participants. On n'est plus des consommateurs, on est des acteurs. Alors, est-ce que j'ose dire amusé, à établir, puisque tu parlais d'église, une corrélation, au fond, entre ces métiers extrêmement particuliers autour de la lutherie et le protestantisme, ou plutôt les huguenots. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est parti de mon métier. Je me suis rendu compte qu'il y avait une grande richesse en théorie et en pratique chez les tourneurs au XVIIe siècle. Au XVIIe, au XVIIIe, ça commence à mourir, on se demande pourquoi. Et au XIXe, alors, ce que j'ai vu, pour ma part, de tournage au XIXe, c'est déjà ce que j'appelle du gros pâté. C'est du style patate, quoi. Pourquoi? Et puis je me suis rendu compte que la révocation de l'édit de Nantes était passée par là, en 1685, et que depuis, même un peu plus tôt, depuis 1650-60, on pourchassait les protestants. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre les métiers du bois, certains métiers du bois, j'ai pensé à la sculpture, à la tabletterie, au tournage et à la lutherie, qui sont quand même un peu mes crayons de couleur à moi. On dit couramment que les protestants étaient des banquiers. Mais ils n'étaient pas que banquiers. Ils avaient certes l'esprit d'entreprise, parce qu'ils savaient lire avant les autres. Comme ils avaient à lire la Bible, ils ont su, avant leurs voisins, agriculteurs, paysans, savoir lire et compter, et avant les autres, ils ont pu, avant l'industrialisation du 19e ou de la fin du 18e, ils ont pu monter des petites entreprises, en particulier profiter des moulins, c'est-à-dire des endroits où la force motrice existait pour faire du tissage, de la farine, faire marcher des scies. J'ai constaté qu'au 19e, il y avait très peu de tournage en France. Et j'ai constaté aussi que M. Vauban, que M. Colbert, bon, Vauban était protestant, donc ça compte pour du beurre, ont écrit à Louis XIV pour lui dire « Vous avez fait une belle connerie en mettant les protestants dehors. Parce qu'au niveau économique, vous avez perdu une sacrée part du gâteau. » Et effectivement, tout ce tournage, toute cette lutherie, on l'a retrouvé à Londres, on l'a retrouvé en Allemagne,
On l'a retrouvé aux États-Unis, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, je ne le sais pas. Je ne fais que le supposer. Mais tous ces gens qui ont été chassés de France, qui avaient des métiers manuels, n'ont plus pu l'exercer. Donc j'ai commencé à aller voir une base de données qui a été faite par une fille qui a travaillé, je ne sais pas si c'est au CNRS, qui s'appelle la base du refuge, qui est une compilation des informations des émigrants, des 250-300 000 huguenots qui sont partis dans les pays du monde. D'où ils sont partis, avec qui ils sont partis, quelle fortune, quel métier ils avaient. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient dans le bois. Et puis j'ai collecté des petites anecdotes, la plus belle étant celle de Croutelle, que je vais vous raconter là. Croutelle, c'était un village, avec un château, et ce village était peuplé essentiellement de tourneurs, essentiellement protestants, huguenots. Et puis, quand la révocation est arrivée, ils n'ont plus pu exercer. J'ai oublié de dire quand même que ces gens-là étaient connus. Ils avaient eu pour client 100 ans auparavant Charles Quint. Ils vendaient aux Médicis, à la cour de France. C'était pas rien. Et ces gens-là faisaient ce qu'on appelait les finesses de Croutelle, que ce soit des rouets, des pièces utilitaires, des peignes, des choses comme ça, mais ils faisaient beaucoup d'instruments avant. Ils faisaient des cornemuses, des flûtes, et du jour au lendemain, ils n'existent plus. Ces gens-là sont partis en une semaine, ils ont coupé tous les buis de la région, et en une semaine, ils sont partis en Allemagne. Ils sont arrivés à Celle, en Allemagne, qui est un petit pays à côté de Hanovre, je crois, en Saxe. En Saxe, les protestants français étaient bienvenus. Je prends mon bottin, je vais voir à Celle, et je vois, dans le bottin de Celle, église réformée francophone de Celle. Le temple, c'est le même qu'à Croutelle. Et à Celle, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Mais il y a le siège social des usines Meuc, qui est la plus grosse entreprise qui fabrique des flûtes à bec en Europe. On trouve un fabricant de tours fort connu, protestant de Strasbourg, qui est allé s'installer à Londres. J'ai retrouvé, parce que j'ai étudié la maison Hill à Londres, qui est une maison de violoncelle qui est connue depuis 1860-1970. Une maison très très connue qui a vu passer tous les Stradivarius de la Terre, hein, et il y en a un paquet. J'ai vu au moins quatre personnes qui m'ont dit « Ah oui, ma grand-mère, qui travaillait chez Hill, était d'origine huguenote. » Bon, j'en ai trouvé 4 pour l'instant. Il y a plein d'endroits, plein de centres du protestantisme en France qui sont aussi des centres de bois. Ce rôle peut le permettre et c'est plutôt bien d'avoir le metteur en scène, mais je pense qu'on va avoir des notes régulièrement, mais tant mieux, comme ça on lâchera rien. On va avoir quoi, des notes. Après la présentation, on va avoir des petites... C'est-à-dire quoi, une note sur des papiers, vous mettez... Non, des notes... non, d'accord. Lui aussi, c'est une bibliothèque. Hein, la commande spécifiquement, c'était pour la copie d'un Stradivarius qui était équipé en Hill. Et du coup, c'était important d'avoir une copie... Que ça soit homogène avec le style anglais, voilà, qui est postérieur à... C'est ça, la commande était vraiment spécifique. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, Bois d'Harmonie, on est positionné, suffisamment bien positionné dans le monde pour dire que non seulement on vous fait les objets, mais on vous conseille. Aujourd'hui, je fais plus de copeaux. Mais j'essaye de prendre le temps d'expliquer tout ce que j'ai pas eu le temps d'expliquer dans ma vie professionnelle, parce qu'il fallait faire des chiffres, il fallait gagner sa vie. N'empêche que j'ai beaucoup de chance d'avoir pu retrouver des recettes de teintes de buis à l'acide nitrique, de retrouver des méthodes de travail, de finition telles qu'on les pratiquait au XVIIe ou XVIIIe siècle. C'était important pour moi parce que c'était pour moi une référence esthétique majeure. C'est vital pour notre boulot de faire des belles choses.